Facto et Manifesta. Louis Boyard. Octave Daube. Louis, je vais te présenter rapidement. Tu as 23 ans, tu es un des plus jeunes députés à l'Assemblée nationale, le Parlement français. Tu es député pour la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Et puis surtout, tu es de tous les combats, de toutes les manifs, de toutes les grèves étudiantes, etc. Il y a quelques mois, je t'ai vu expliquer pour la première fois comment est-ce que tu en étais venu à t'engager. Si je ne me trompe pas, ça remonte à ton lycée. Est-ce que tu pourrais expliquer cette histoire? J'ai commencé quand j'avais 17 ans et de base, j'étais pas politisé. Ça m'intéressait très peu. Je connaissais à peu près ce qui se passait, mais c'était pas ma passion. On était dans un des lycées qui était l'un des plus pourris du Val-de-Marne, mon département. Il était en dessous de la piste d'atterrissage d'un aéroport, construit sur une ancienne sablière en zone inondable. Donc quand on avait des inondations, le sol s'effondrait. On était à côté d'une décharge, d'une zone Céveso, d'un grand axe routier. On avait des rats, on avait des champignons. On était un lycée de banlieue, on était moins doté que les autres lycées. Mais il y avait une chose qu'on était censé ne pas avoir, c'était de l'amiante. L'amiante, c'est une fibre cancérigène. Et on a découvert qu'on avait de l'amiante. Il y a un bloc d'amiante qui est tombé dans une salle de classe. Et là, à partir de ce moment-là, avec les autres élèves, on s'est dit, mais on se fait pas respecter, quoi. Donc on a décidé de se mobiliser. Donc ça a commencé par un blocus, on a bloqué l'entrée du lycée, on a appelé les professeurs à nous rejoindre. Et les professeurs ont effectué leur droit de retrait, c'est-à-dire en disant tant qu'on n'est pas sûr d'être en sécurité sur notre lieu de travail, on reprend pas le travail. Nous, pendant ce temps, on continuait la mobilisation, ça a duré 3 mois, et ben on a gagné. On a obtenu la reconstruction du collège, du lycée. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le maire était contre nous, le député était contre nous, la présidente de région était contre nous, et il y a eu l'inauguration il y a pas longtemps, sauf que le député, il a changé. C'est moi. Et ils étaient pas très contents de me voir. Et c'est drôle parce que je n'apparais sur aucune des photos officielles de cette inauguration. Honnêtement, je m'en fous, je cherche pas leur considération. Et après ça, ensuite, il y a Parcoursup, une réforme qui est arrivée et qui mettait la sélection à l'université. En gros, tout le monde ne pouvait plus rentrer à l'université. Tu sais expliquer très vite ce que c'est Parcoursup? Parcoursup, en gros, c'est un logiciel sur lequel vous vous inscrivez et il vous sélectionne en fonction de vos notes, en fonction d'une lettre de motivation, en fonction d'un projet d'études. Et en fait, on découvre que c'est du grand n'importe quoi. Il y a des lycéens qui ont mis en lettre de motivation des recettes de cuisine. Ils ont été acceptés. Et un syndicaliste avec qui j'étais en contact, parce qu'il m'a accompagné sur la lutte, m'a dit « Mais Louis, vu le lycée pourri d'où tu viens, tu penses que tu as plus ou moins de chances qu'un autre de réussir avec Parcoursup ?» Je savais que je faisais partie de ces élèves qui allaient se faire avoir. Et donc j'ai décidé de me mobiliser contre Parcoursup. J'ai découvert d'autres luttes, d'autres personnes, d'autres causes, d'autres combats. Et ensuite ça a fait la formation politique qui fait qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être un militant politique qui se bat au-delà que les questions d'égalité dans l'éducation, même si ça reste un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est incroyable comme histoire parce que du coup, ouais, c'est une lutte lycéenne, vous avez bloqué pendant un super long moment et puis finalement vous avez gagné. Et c'était aussi une époque où tu t'es du coup syndiqué, où tu as rejoint un syndicat lycéen, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, j'avais rejoint l'Union nationale lycéenne. Et ça pour toi c'est important Oui, parce que j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui comme moi menaient des luttes locales ou des luttes nationales et ça m'a formé, ça m'a permis de faire des rencontres, d'apprendre des choses et surtout notre objectif c'est d'imposer un rapport de force à différents adversaires. Là en l'occurrence c'était au gouvernement quand il s'agissait de Parcoursup. Et on arrive beaucoup plus facilement à organiser un rapport de force quand on est organisé, quand on est tous ensemble, quand on va dans la même direction, quand on a des mots d'ordre communs. Et c'est là que j'ai compris qu'une lutte au local ça s'organise, une lutte au national ça s'organise aussi, mais c'est 10 fois plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des associations, des syndicats et des mouvements politiques. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai décidé de m'engager dans la France insoumise. Et c'est quoi qui a fait le switch entre je fais du syndicalisme et puis du coup je me lance aussi dans un mouvement politique où je développe toute une vision de la société et tout? Ça s'est pas fait directement. À mes 17 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique via ma lutte, j'ai découvert Jean-Luc Mélenchon, notamment sur Twitch. Et après, ensuite, j'écoutais un peu plus la politique. Et c'est ça, en fait, qui m'a politisé, c'est Internet. À la France insoumise, on prend pas une carte. Donc, au fond de moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais j'étais pas à la France insoumise, j'étais un syndicaliste, mais j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et après le syndicalisme lycéen, j'ai du coup fait de la télé, j'ai été chroniqueur à RMC, j'ai été chroniqueur à TPMP, ce qui m'en vaudra des belles ensuite. Et si jamais j'allais là-bas, c'est parce que je considérais que sur ces émissions, on pouvait parler à des personnes qui n'avaient pas accès à la politique. Et c'est aussi pour ça que j'avais été à Touche pas à mon poste, parce qu'à l'époque, et c'est plus le cas aujourd'hui, c'était une émission qui était très regardée par les jeunes. Pour réussir à prendre le pouvoir et à appliquer le programme, on a besoin d'avoir une majorité de personnes derrière nous. Sauf que ces personnes là, il faut aller les chercher. Et moi, mon obsession, c'est justement d'aller chercher ces jeunes qui s'intéressent pas à la politique et de mettre la politique sous leurs yeux pour qu'elle les intéresse. Et je l'ai fait sur les plateaux télé, et là, aujourd'hui, je le fais sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ensuite, j'ai décidé de m'engager dans la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et j'ai été candidat. Honnêtement, la circonscription était censée être ingagnable. C'était une bataille dont beaucoup disaient qu'elle n'était pas gagnable. Et on l'a fait. On a fait une campagne en allant justement chercher ces gens qui croyaient plus en la politique. On a fait une campagne barbecue, c'est comme ça qu'on l'appelait,
En fait, on allait dans les quartiers, on posait des affiches, de la bonne musique, un barbecue, des tables, des chaises, et les gens spontanément ils venaient nous voir, surtout les enfants, parce que il se passe rien dans ces quartiers. L'État, la ville, ils viennent pas aider ces gens-là. Et nous, du coup, on amenait un petit peu de vie et on discutait avec les gens. Et ce qui m'a frappé quand je discutais avec les gens, ils disaient mais qu'est-ce que tu as à me promettre? Et moi, je leur disais mais j'ai rien à te promettre. Moi, je suis pas comme les autres. Je peux rien te promettre. Par contre, je peux te dire une chose, c'est qu'on va revenir et qu'on va aller se battre ensemble. Et c'est ce discours-là qui a fait qu'il y a des personnes, ils se sont dit bon bah lui, ok, il est pas comme les autres. Et c'est ça qui a fait qu'on les a ramenés au vote et qu'on a pu gagner cette élection législative. C'est hyper impressionnant en tout cas. Et du coup, toi, tu as vraiment une vision où tu dois, depuis le Parlement, aussi te battre avec les gens sur le terrain, c'est ça? On réussira jamais à changer les choses uniquement au Parlement. Je crois beaucoup à un pied dans la rue, un pied dans le Parlement. Quand on fait une intervention au Parlement, moi je m'en fous, je veux pas convaincre les macronistes et les fachos, je sais déjà que j'arriverai pas à les convaincre. Mais par contre, je sais que c'est regardé par certaines personnes, ça va me permettre de les convaincre et peut-être même de les mettre dans l'action. Et quand vous avez des personnes qui sont dans l'action dans la rue, ça vous permet derrière de mettre un rapport de force au Parlement, ça met une ambiance de travail. Quand vous avez des millions de Français qui sont dans la rue contre la réforme des retraites, bon bah ils étaient pas tous prêts à voter la réforme. Et tout ça se suit. Et c'est comme ça que derrière on arrive à avoir une dynamique populaire qui nous permet ensuite de prendre le pouvoir. Parce que nous, une fois qu'on gagne les élections, c'est pas vrai de dire que tout va changer du jour au lendemain. Même au gouvernement, on aura des adversaires, des forces économiques qui essaieront de nous empêcher d'appliquer le programme. Et on comptera bien avoir la force populaire dans la rue qui fera des manifestations, même avec nous au pouvoir. C'est aussi comme ça qu'on voit les choses ici en Belgique, on appelle ça le rue conseil rue, où on part de la rue, de ce qui vit, des problèmes des gens, on amène ça dans les parlements, mais on revient aussi en force dans la rue pour des mobilisations, pour des manifestations, parce qu'effectivement je suis à fond d'accord avec toi, on ne gagnera pas juste par les élections, on a vraiment besoin d'un mouvement populaire qui suit ça. Tu mettais vraiment l'accent sur les jeunes et ça se voit, par exemple pour la réforme des retraites, je crois que tout le monde a vu à quel point tu as bataillé pour que les jeunes se mobilisent aussi, ils viennent avec vous. Pourquoi est-ce que tu crois que les jeunes c'est si important dans la mobilisation? Jamais dans l'histoire de l'humanité, on s'est retrouvé dans une situation où on avait une épée de Damoclès sur la tête qui s'appelle le dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique, il va nous obliger à transformer toute la société. J'ai peur de ça. Et d'un autre côté, j'essaie de trouver de l'optimisme dans tout ça. Parce qu'en réorganisant cette société, on pourra gagner des acquis. Par exemple, le fait que tout le monde ait accès à l'alimentaire. Parce que si jamais on veut pouvoir avoir une alimentation respectueuse de la nature, on a besoin d'un meilleur encadrement et que ça sorte des logiques économiques du marché. Que tout le monde ait accès à l'éducation. Parce que l'éducation, ça va être indispensable pour transformer cette société. Transformer l'éducation, c'est transformer la société. La question de l'accès à la santé, la question de l'accès à l'emploi, la question aussi de la réindustrialisation du pays. Tout ça, ça va être permis parce qu'on va réadapter toute la société face au dérèglement climatique. Et ceux qui vont le vivre, même ceux qui vont le faire, c'est nous, c'est notre génération. Et on ne va pas nous laisser le faire si facilement. Les milliardaires aujourd'hui, les Bernard Arnault, les Jeff Bezos, ces gens-là, ils savent très bien ce qui est en train de se passer avec le dérèglement climatique. Ils savent très bien qu'ils nous emmènent droit dans le mur et ils continuent de le faire parce qu'ils se font du fric. Et je crois qu'on va vivre une révolution en France, en Belgique et partout à travers le monde. Parce que l'adversaire qu'on a aujourd'hui, c'est un capitalisme qui est mondialisé et qui est financiarisé. C'est beaucoup de mots qui sont terrifiants pour expliquer qu'on a un gros mastodonte face à nous. Et à chaque fois, on nous dit « oui, mais si jamais vous menez cette bataille en France, vous allez avoir la concurrence à l'échelle mondiale qui fait que ça prend pas. » Oui, mais là, c'est toutes les jeunesses du monde entier qui ont le même intérêt à changer le même système économique. Et à la fois, ça peut paraître être une montagne terrifiante, à la fois, ça me rend très optimiste, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Et je sais qu'on va le faire. Et avant nous, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des luttes qui n'ont pas forcément gagné. On est héritier de luttes sociales. Et je pense que c'est ce siècle-là qu'on va enfin vivre l'aboutissement de tout ce que d'autres pionniers et pionnières ont fait avant. Et ça se fera par les jeunes. Donc j'ai envie d'aller les chercher et justement de leur dire, je sais que ça fait flipper, je sais que c'est dur d'être jeune aujourd'hui, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Et voyez-y de l'optimisme à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le choix, on va être nombreuses, on va être nombreux, et on va être capable de faire un monde dont on n'a même pas idée, mais qui sera basé sur nos valeurs, c'est-à-dire des valeurs écologiques, sociales et progressistes. C'est ça qui fait que malgré l'épée de Damoclès, je suis encore très optimiste. Merci beaucoup pour cette première partie et toute ta vision de la société et puis aussi des révolutions qui vont venir. La deuxième partie, on a déjà un peu parlé sur la sélection à l'université, sur ton combat contre Parcoursup. Pourquoi c'est un combat qui te tient à cœur, ça, de te battre pour que tout le monde ait accès à l'enseignement, contre l'élitisme? Quand on est tout petit, on nous explique déjà qu'il existe une méritocratie et que si jamais tu travailles dur à l'école, tu réussiras à avoir un très beau métier, à devenir millionnaire et à avoir la success story. Plus tu grandis,
plus tu te rends compte qu'en fait on t'a menti depuis le début. Que si jamais tu viens d'un lycée de banlieue ou d'un lycée rural, tu auras toujours beaucoup moins de chances qu'une personne qui a fait un collège ou un lycée dans une grande métropole. À partir de l'adolescence, on est beaucoup à se rendre compte qu'en fait on nous a menti depuis le début. Et que si jamais il y avait vraiment eu une volonté de donner les mêmes moyens à tout le monde, bon, c'est pas vrai de dire que ça résoudrait trop les problèmes, mais par contre au moins on arrêterait de mentir aux enfants. Voilà pourquoi est-ce que je considère que c'est un sujet qui est important. Sur les solutions qui sont à apporter, c'est très simple, c'est arrêter de saigner l'éducation. Mais d'arrêter de saigner l'éducation comme arrêter de saigner l'hôpital, comme arrêter de saigner les services publics de l'emploi, les services publics des transports. Il faut bien comprendre que nous, on a une vision du monde, que l'extrême droite a une vision du monde, et que les libéraux qui sont actuellement au pouvoir ont aussi une vision du monde. Leur vision du monde, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'État possible, qu'il faut qu'il y ait le privé le plus possible partout, tout le temps. Donc, il va falloir investir massivement dans l'éducation, et je parle pas uniquement de l'enseignement supérieur, dans toute l'éducation. Et il y a vraiment une phrase qui pour moi est même l'une des plus importantes pour une militante ou un militant, c'est transformer l'éducation, c'est transformer la société. Et on n'arrivera pas à transformer la société tant qu'on n'aura pas transformé l'éducation. Mais pour ce qui est de l'enseignement supérieur, c'est quand même un sujet. Parce qu'on dit souvent, oui, si jamais justement tu veux continuer la success story, il faut que tu ailles à l'université. Sauf que l'université, tout le monde ne peut pas y accéder. Déjà parce que nous, en France, on a une sélection. Et Parcoursup ferme la porte d'entrée de l'université à beaucoup de jeunes. C'est pas un petit détail, mais ça, aux yeux des technocrates, ils s'en foutent. Et ensuite, encore une fois que vous êtes à l'université, il faut être capable de survivre. Et je pèse mes mots, il faut être capable de survivre, d'accéder à un logement. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le logement, et c'est comme pour tout, tout ce qui est privé, se retrouve ultra concentré dans les mains d'une petite minorité. Et plus le temps passe, plus ça se retrouve concentré dans les mains d'une petite minorité. Pour vous donner un exemple, la moitié du parc locatif français est possédé par 10% des propriétaires. Donc ensuite vous vous faites avoir sur le loyer. Et après ensuite, mais c'est des choses bêtes, il faut l'ordinateur pour pouvoir suivre les cours, parce qu'on est désavantagé par rapport à un autre. Et ensuite il faut pouvoir se nourrir. Et là vous avez deux types d'étudiants. Vous avez ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors vous avez ceux qui travaillent pas parce que leurs parents, ils ont pu leur payer les études. Et franchement, je suis content pour eux. Ils ont de la chance, ces gens-là. Vous en avez d'autres qui travaillent à côté, mais ça veut dire qu'ils ont 2 fois moins de temps que les autres pour pouvoir aller en cours, pour pouvoir aller à la bibliothèque. Et tout ça, c'est crevant, c'est usant. On n'est pas à égalité. Et en fait, il y a même une 3e catégorie. C'est ceux qui travaillent pas, mais qui n'ont pas les moyens d'aller à la fac. Et c'est ceux qui se privent de se nourrir. C'est ceux qui vivent dans des studios à 3. C'est ceux pour qui c'est une souffrance, et c'est souvent ceux qui abandonnent. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu as la même chose, mais quand nous, par exemple, avec Comac ou de manière générale, on rencontre des étudiants, moi, il y a un discours que j'entends beaucoup et qui revient beaucoup, et je sais pas si tu entends le même, c'est « Ouais, j'ai du mal à payer mon cote, ma bouffe, tout ce qui me sert pour l'école, etc. » Mais ça va, je peux me payer une bière fin du mois, ça va. C'est parfois même des extrêmes avec des gens autour de moi qui me disent « Ouais, je sais pas comment je vais faire l'année prochaine, franchement, aucune idée, mais je me sens pas trop légitime pour en parler, j'ai pas l'impression que moi ce soit si dur. » Je sais pas si tu as le même sentiment ou on bute un peu sur la même discussion à chaque fois. Qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à ces étudiants ? Ça me fait penser à la fameuse classe moyenne. Parce que à chaque fois qu'on demande à une personne, toi tu te sens faire appartenir à quelle classe, si jamais la personne elle touche 5 000 €, elle vous dira « Oh moi je pense que j'appartiens à la classe moyenne ». Elle a pas tort, il y a des millionnaires et des milliardaires. Si jamais vous parlez à une personne qui a 2 000 €, elle vous dira « Ouais moi je suis de la classe moyenne » parce qu'elle voit des gens qui vivent avec 800 € par mois. Et il y a même des gens qui vivent avec 800 ou 1000 € par mois qui eux disent « Moi je suis de la classe moyenne parce que je suis pas un SDF ». Et donc bien sûr on trouvera toujours pire autour de soi. C'est clair, c'est la vérité. Mais en même temps, est-ce que on n'a pas intériorisé le fait que, en fait, être en galère quand on est jeune, c'est normal. Et est-ce que c'est pas un problème ? En France, on a des droits auxquels on est très attaché. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, big up Antoine Léaumont. Et cette déclaration-là, elle dit que la dignité humaine, c'est l'objectif de toute la société. Et pour moi, à partir du moment où vous n'avez pas accès à un logement, à la nourriture, à pouvoir vous chauffer, à pouvoir vous habiller, à pouvoir étudier, et où vous devez vraiment vous serrer la ceinture à la fin du mois, mais votre dignité humaine n'est pas respectée. Réfléchissez. Pourquoi est-ce que vous vous trouveriez dans cette situation alors qu'un autre, parce que sa famille a de l'argent, il n'aurait pas cette situation? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut en vouloir à ceux qui ont de l'argent, pas du tout. Je suis content pour eux parce qu'ils ont des droits que j'aimerais pour tout le monde. Mais par contre, je pense qu'il va falloir construire un système dans lequel tous les jeunes peuvent partir à égalité. Il y a même un parallèle intéressant à faire avec les retraités. À l'époque, quand vous étiez retraité, qui n'avait pas la sécurité sociale, vous dépendiez de votre famille une fois que votre corps était brisé après le travail et que vous étiez plus indépendant. Et donc du coup, c'était votre famille
famille qui devait vous loger, qui devait vous nourrir. Sauf qu'il y avait des familles qui n'étaient pas en moyen de subvenir aux besoins des personnes âgées. Et vous aviez des personnes âgées qui vivaient dans des situations pas similaires à celles des étudiantes et des étudiants. Et on a dit, bon bah cette situation n'est pas acceptable. Alors, plutôt que de demander une solidarité familiale qui est inégale et qui est injuste, on va demander une solidarité qui est sociale et qui est nationale. Et on a créé la sécurité sociale et on a donc mutualisé les ressources pour permettre à toutes les personnes âgées de vivre dans la dignité. Bah, quand vous avez des jeunes qui se retrouvent à ne pas être à égalité sur un moment aussi essentiel dans la vie, qui se retrouvent à ne pas pouvoir être indépendants, parce que c'est extrêmement rare des jeunes qui arrivent à être indépendants. La société, les institutions sont faites pour que vous soyez dépendants de vos parents. Est-ce qu'il ne va pas falloir se dire qu'on doit passer aussi là d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale? Et c'est pour ça que la proposition que je fais, c'est celle d'une garantie d'autonomie. C'est un peu d'avoir une forme de sécurité sociale jeune dans laquelle aucun jeune ne vivrait en dessous de 1102 € par mois. Et on pourrait compléter le revenu, on pourrait donner directement les 1102 € pour que jusqu'à 25 ans, les jeunes ils puissent avoir accès à un logement, accès à pouvoir se chauffer et accès à l'éducation, à une formation et à un emploi. Et c'est ça en fait qui permettra de sortir tous ces jeunes de la pauvreté et d'enfin mettre en place cette égalité dont on nous parle tant quand on est gamin et où ensuite on se rend compte qu'on nous a menti de A à Z. Et pourquoi tu penses qu'ils s'en foutent à ce point quand on voit les files alimentaires qui ont eu lieu pendant le Covid et qui ont en fait encore lieu maintenant, le manque de quotes, etc. Pourquoi est-ce que vous avez vraiment des ministres de l'enseignement supérieur? On a un peu les mêmes en Belgique, mais qui sont vraiment arrogants, qui ont l'air de rien toucher. Pourquoi ils sont à ce point-là arrogants, tu penses? Ça fait partie de leur projet. Macron, il a dit quelque chose dans une interview récemment. Il a dit le problème, c'est qu'il y a trop d'étudiants qui décrochent en L1. Et il dit, mais ça coûte cher et pour eux, c'est des abandons. Et en fait, au fond, ils veulent mettre en place cette sélection-là. Parce qu'ils disent, en fait, on va pas mettre les moyens pour que tout le monde puisse être à égalité. Et on a conscience qu'il y a des étudiants qui tentent des études alors qu'ils n'en ont pas les moyens et ça coûte trop cher. Du coup, ces étudiants-là, on devrait directement les orienter vers de la voie professionnelle, vers de l'alternance. Comme ça coûterait moins cher. Mais ensuite, derrière, on se retrouverait avec quoi? Avec les gosses de riches qui iraient dans les universités pour faire des métiers de patron. Et derrière, les enfants de classe populaire, ils iraient faire des boulots pour aller servir les chefs. C'est ça la société qu'ils veulent mettre en place. Ça dessine un schéma qui est assez réaliste aujourd'hui. Le prolétariat et la bourgeoisie. Je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui disent oui mais tu sais moi je vois qu'il y a pire autour de moi, tu sais moi je fais des études, moi je suis en train de bosser, j'ai pas le temps de te rejoindre, je suis d'accord avec toi mais pour moi c'est trop dur, j'ai autre chose à faire. Et au fond je peux complètement les comprendre parce que la vie elle est dure pour ces jeunes là. Mais quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit la pauvreté dans laquelle on est, et j'aimerais rappeler que la moitié des gens qui vont au Resto du Cœur ce sont des jeunes, quand on voit qu'on nous dit ouais vous êtes jeunes, traversez la rue pour aller trouver du boulot, mais que c'est des personnes qui nous disaient ça à l'époque où il y avait encore des usines, où ils n'avaient pas le taux de chômage des jeunes qu'on a nous aujourd'hui. On n'avait pas un pays qui était désindustrialisé. Quand on voit les insultes qu'ils font à beaucoup de jeunes qui eux sont issus de l'immigration et qui se sentent insultés quotidiennement à la télévision, quand on voit qu'on parle constamment de débats qui ne nous intéressent pas alors que nous on est en train de galérer à côté, ces jeunes-là peut-être qu'ils sortent pas aujourd'hui. Mais un jour il va y avoir un truc qui va péter. Et le jour où ça va péter, ces jeunes-là, ils se diront, c'est le moment. C'est le moment où on peut gagner la bataille sur le dérèglement climatique, sur la précarité des jeunes, sur l'économie qui reprend le contrôle sur l'alimentaire, l'eau, l'énergie, le logement, l'éducation. Et à ce moment-là, les jeunes, ils ne rentreront pas tant qu'ils n'auront pas gagné. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de les faire sortir. Parce que peut-être qu'un jour, ce moment, il arrivera. Je sais que si jamais les ministres écoutent ça, ils diront, mais quoi, mais Louis Boyard, vous êtes complètement fou, vous êtes un député, vous êtes en train d'appeler tous les jeunes à sortir dans la rue. Mais oui, bien sûr, parce qu'il n'y a que ce langage-là que vous comprenez. Parce que sinon, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Il y a un moment, vous les respectez pas, la jeunesse va sortir et elle va se faire respecter. Et ça va faire très mal pour vous. Alors, vous pouvez toujours faire l'allocation d'autonomie à 1102 €, ça ralentira un peu la chose, mais tant que vous n'aurez pas sorti notre société du capitalisme, ça finira par advenir. À fond, tu me devances un peu sur ma dernière question parce que un peu la dernière partie que je voulais aborder avec toi, c'était sur toi comment tu vois la société. Tu viens de parler de capitalisme, je t'ai déjà aussi entendu parler de marxisme. Pour toi, pourquoi ça c'est des notions qui te tiennent à cœur, qui sont importantes? Pourquoi est-ce que tu regardes la société avec ce regard-là aussi? Parce que pour moi, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la dignité humaine. Je vous ai déjà donné la liste de tout ce qui pour moi fonde la dignité humaine. L'accès à un emploi, l'accès à un logement, l'accès à des transports, à de l'eau, à de l'électricité, à de la nourriture, à des soins. Et tout ça aujourd'hui, ça n'existe pas pour beaucoup de personnes, même pour presque une majorité de personnes qui se retrouvent à se priver de soins, de nourriture, de logement, de vacances, de vie de famille. Et tout ça, c'est parce que les services publics qu'on avait à l'époque, ils existent quasiment plus. Parce que
que plus le temps passe, plus ils vous disent à chaque fois, faut faire des économies, il faut rembourser la dette, il faut être plus compétitif, il faut tout privatiser. Tout ce qui est indissociable de la dignité humaine, on nous le retire jour après jour. Et qui est responsable de ça? Ce sont les milliardaires qui ont aujourd'hui un pouvoir énorme sur l'économie et qui font du lobbying, qui ont des boîtes pour faire du lobbying et qui viennent derrière convaincre les gouvernements de répondre à leur logique économique. Et ces milliardaires-là, ce sont les mêmes qui possèdent les chaînes télé, ces mêmes chaînes télé qui viennent vous expliquer qu'il n'y a pas d'autre alternative au capitalisme, qui viennent vous expliquer que le problème serait l'islam, l'immigration, et pas du tout le fait que vous ayez quelques personnes qui accumulent une immense masse de thunes pendant que vous avez des personnes qui ont juste pas d'hôpital qui fonctionne à côté. Et le seul moyen qu'on a de justement pouvoir avoir ces services publics qui permettent la dignité humaine, mais c'est d'aller chercher l'argent là où il est, dans les poches des milliardaires. La France n'a jamais été aussi riche. Et il n'y a jamais eu autant de pauvres en France. C'est donc que les richesses sont mal réparties. Allons même plus loin de ça. Il y a le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est toute notre économie, toute notre production qui n'est pas compatible à long terme avec la nature. On a besoin de réfléchir à notre manière de consommer et à notre manière de produire. Et donc sortir du productivisme, c'est-à-dire d'une société de consommation où on gave les gens de publicité, où à la fin ils sont pas heureux, parce qu'à chaque fois qu'ils achètent les trucs, ils voient quand même sur leur téléphone les influenceurs qui ont toujours le dernier truc. C'est une consommation qui vous rend pas heureux et qui en plus détruit la nature. Il va falloir sortir de ça. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ces milliardaires, ils ont un tel poids sur l'économie, un tel pouvoir sur l'économie. C'est pas vrai de dire que le boulanger du village, il est capable de résister à la concurrence féroce du milliardaire qui lui d'ailleurs vient de créer une franchise de boulangerie qui va derrière tuer le boulanger local. On a besoin de reprendre le contrôle sur toute une partie de notre économie et c'est là où du coup le marxisme rentre en jeu. Parce que oui, il y a une lutte des classes. Il y a une lutte des classes, des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse scolarisée, d'une certaine manière... Parce qu'aujourd'hui, la société ne ressemble plus à celle d'à l'époque où vous aviez beaucoup d'ouvriers, de salariés. La société, elle est beaucoup plus diverse. Et donc, je préfère parler de peuple. Mais par contre, pour moi, il y a une lutte du peuple contre l'oligarchie. Quand je veux cibler l'adversaire, je parle du milliardaire. Parce que c'est lui qui a le fric, qui nous permet d'avoir les services publics qui sont indissociables de la dignité humaine. Et c'est lui qui a le pouvoir sur la production, qui entretient la société de consommation, le productivisme et donc le dérèglement climatique. Et il va falloir aller les cibler. On dit souvent que ces gens-là, ils sont inatteignables. Mais c'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont des noms, ils ont des visages, ils ont des adresses, c'est des gens comme vous, c'est des gens comme moi, c'est souvent des gens qui ont hérité. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient plus légitimes que notre cause. C'est incroyable ton optimisme qui transpire vraiment dans toutes tes vidéos, dans tout ton contenu. Et je trouve ça d'autant plus marquant parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple, tu vois, l'extrême droite qui monte en Flandre, en Belgique, en France et partout en Europe. C'est quoi un peu toi ton carburant? Tu te dis non, je me lève le matin et je continue le combat, ça me fait pas peur, tu vois? Ils font pas peur ces gens. Parce que déjà, premièrement, je situe qui est mon adversaire, les milliardaires. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à avoir une montée de l'extrême droite? Parce que tous les libéraux classiques qui servaient à cette bourgeoisie, aujourd'hui ils font plus le travail. Macron il se pointe au Stade de France, il est hué. Donc du coup il faut qu'il trouve une nouvelle petite marionnette. Cette nouvelle petite marionnette, bon, il y en a plusieurs, hein, c'est une petite scène de théâtre. Vous avez Éric Zemmour, vous avez ensuite Marine Le Pen et vous avez Cyril Hanouna. Au fond, ces gens sont tous les serviteurs des milliardaires. Mais ensuite, ces gens, ils viennent raconter un nouveau récit. C'est-à-dire que le problème ensuite ce serait l'islam et ce serait l'immigration. Et c'est déjà intéressant de voir que cette immigration qu'on a aujourd'hui, elle est justement là parce qu'à l'époque, vous avez ces milliardaires qui ont contribué à la colonisation de ces pays, au pillage des richesses, qui ont fait venir cette immigration dans notre pays pour faire pression sur les salaires, pour exploiter ces immigrés. Et aujourd'hui, vous avez plein de gens qui sont issus de cette immigration et qui se retrouvent, c'est vrai, toujours dans les mêmes quartiers. Je vais vous raconter une histoire. À l'époque, moi j'étais en Vendée. C'était la France rurale. On m'a dit, tu vas déménager dans le Val-de-Marne, dans la banlieue. Et quand on m'avait dit ça, mais j'étais terrifié parce que ce que je connaissais de la banlieue, c'était ce que j'envoyais à la télé, c'est ce que les politiques en disaient. Et quand je suis arrivé, je suis vraiment tombé amoureux de l'endroit, quoi. Parce que là-bas, ok, on n'a pas grand-chose. Ok, c'est vrai, on n'a pas plein de boutiques, on n'a pas plein de services publics, mais par contre, là-bas, on sait se débrouiller. Il y a une solidarité que je trouve... que je trouvais que en Vendée en fait, que je trouvais à l'époque dans le club de foot ou dans la fête du village ou dans l'association d'entraide, et tout ça, ça n'existe que là-bas. En fait, je vois vraiment une grande similitude entre ce que je connaissais en Vendée et ce que je connais aujourd'hui dans la banlieue. Et aujourd'hui, l'extrême droite, elle cherche à diviser ces gens-là. Elle cherche à diviser les banlieues qui ont été désindustrialisées, comme chez moi, où à l'époque, dans la ville où je vis, à Villeneuve-Saint-Georges, et à la ville où je vivais, Villeneuve-le-Roi, il y avait un grand centre de fret ferroviaire dans lequel il y avait beaucoup d'emplois. Ils ont liquidé tout ça. Et en même temps, dans cette France rurale-là, là aussi, ils ont tous désindustrialisé. Ils cherchent à les diviser sur quoi? Sur le fait que ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Parce que c'est vrai qu'une grande partie de la France ne sait pas ce que c'est que la banlieue. Et elle ne connaît que ce qu'on y voit à la télé. Mais si jamais ces gens-là essayaient de sortir un petit peu de ce qu'il y a derrière la télé et qu'ils essayaient de voir un petit peu le niveau de solidarité, d'entraide qu'on a dans ces quartiers, je pense qu'ils comprendraient qu'en fait, l'adversaire, c'est pas l'un et l'autre. Au fond, c'est la bourgeoisie.
Mais c'est à ça que sert l'extrême droite, c'est à diviser ce prolétariat-là. Et quand je dis je connais mon adversaire, mais pour moi l'extrême droite elle me fait pas peur. Parce que je sais elle sert qui, et je sais que c'est juste l'étape suivante pour jusqu'à réussir à battre ces milliardaires-là. Et après, bon, sur l'extrême droite, leur racisme, je pense pas qu'ils convainquent tant de gens que ça. Parce qu'on est beaucoup, au fond, à connaître ces réalités-là. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir un pote en banlieue qui nous raconte à quoi ressemble la vie. On est beaucoup aussi à se référer à justement ces quartiers populaires qui font partie de la culture française. Parce que le football français ne serait rien sans les quartiers populaires. Les entreprises françaises ne seraient rien sans les quartiers populaires. Le rap français ne serait rien sans les quartiers populaires. Et quand on a l'extrême droite qui nous dit mais regardez, ces gens ils veulent pas faire partie du pays, c'est incompatible avec la France. Mais juste regardez la France devant vous. Les quartiers populaires font déjà partie de la culture française. Louis, moi j'ai une toute dernière question pour toi. C'est quoi ton plus grand rêve ? En fait, j'avais envie de vous répondre, aller sur Mars. Ça va vous paraître très bête, mais c'est quand même un truc de ouf. C'est un truc qu'on va vivre, quoi. On va vivre le fait que l'humanité va poser le pied sur Mars. Alors, j'aimerais bien que ce soit pas une entreprise privée, mais que ce soit une entreprise publique qui y aille. Ça aussi, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est pas un rêve, parce que je sais qu'on va le réaliser. Et après, ensuite, je pourrais vous répondre assez classiquement l'aboutissement de la révolution citoyenne. Mais au fond, c'est pas un rêve, parce que je sais que ça va déjà arriver. Je rêve pas, en fait, parce que tout va... Je suis bien, là. T'es trop optimiste pour rêver, quoi. Je suis vraiment optimiste. Et il y a beaucoup de personnes qui disent non, tout est foutu, on n'y arrivera jamais. Si jamais vous pensez comme ça, c'est déjà perdu. Mais si jamais tous ensemble, on se motive les uns les autres, on y va avec le sourire et on se dit mais de toute façon on est plus nombreux, c'est le sens de l'histoire, je vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait. Donc ouais, l'optimisme, c'est aussi une stratégie militante parce que la résignation, l'abandon, c'est notre pire ennemi. Si jamais les dégoûtés abandonne la politique, il restera que les dégoûtants. Donc soyez optimistes, redonnez le sourire aux dégoûtés et puis faites-les rejoindre la lutte. Il n'y a pas besoin de rêver, il y a juste besoin de vivre finalement. Merci beaucoup pour cet entretien qui transpirait l'optimisme. On lâche rien.